Ouais, c'est bon. Voilà. Ok. Bon, bah, écoutez, bonsoir à tous, aux personnes qui nous suivent sur Internet. Nous sommes ce soir à La Chapelle-sur-Coise et je suis en présence de Madame le maire ou la maire, je ne sais pas comment tu dis, l'un ou l'autre. Peu importe. Il y a des fois des maires qui sont très à cheval là-dessus. Et donc, comme d'habitude, on vient de passer la demi-journée ensemble. Où on a eu vraiment beaucoup de visites intéressantes, à la fois un gars qui fait de la transformation, qui transforme son lait en fromage, la visite de l'école, l'échange avec les parents d'élèves sur une question également d'évolution ou de maintien d'une troisième classe, et puis le mini-golf, les terrains de tennis, il me semble que j'ai oublié quelque chose. Le terrain de jeu pour les enfants. Mais voilà, en tout cas, je ne veux pas être trop bavard. Ce que je te propose, Christiane, c'est peut-être de prendre un petit mot pour te présenter et puis présenter la commune. Et puis derrière, on verra s'il y a des personnes qui ont des questions. Je ne suis pas bavarde non plus. Donc, je suis Christiane Bouteille, maire de la commune depuis 2012. La Chapelle-sur-Coise, c'est 583 habitants au 1er janvier, 658 hectares. Nous sommes une commune rurale. Avec des agriculteurs environ 12. Nous n'avons pas de commerce du tout. Nous avons un distributeur de pain, mais c'est tout, et un commerce ambulant qui passe tous les 15 jours sur la commune qui vend du vrac. Nous avons une école qui pour l'instant a 3 classes. Nous espérons maintenir les 3 classes, mais nous sommes en train de nous battre pour les maintenir, parce que pour l'instant, il y a 48 élèves inscrits pour l'année prochaine. Ça pose un problème. Nous avons quelques artisans, mais pas beaucoup. Et ce qui fait la richesse de notre commune, ce sont les associations, comme on a vu tout à l'heure. On a vu entre autres le mini-golf. Voilà, on a 9 associations, plus une bibliothèque et un tennis qui sont en régie. Voilà. La spécificité de la commune, en fait, c'est tous les dimanches matins, vu qu'on n'a pas de commerce, vu qu'on n'a rien, si, on a plein d'idées, mais on a le foyer le dimanche matin qui est ouvert en temps normal, hors période Covid, qui est ouvert pour tous les habitants, pour tous ceux qui veulent venir échanger un verre, et pour échanger des idées, des discussions. Et c'est notre lien social, c'est ce qui fait notre force, le lien social. Voilà. Après ça, on a 15 élus qui sont quelques-uns autour de nous. Voilà. Et puis une super ruralité où on peut faire plein de balades. Très, très riche en promenades, en marche, tout. Oui, le mini-golf, on l'a cité. En association, on a le comité d'animation, le club des amis, l'AJC, les parents d'élèves, les familles, les ludophiles, la chasse, le mini-golf qui regroupe les 7 associations précédemment citées, et à nouveau mon vélo solidaire, voilà, en association. Ok. En tout cas, merci pour l'accueil sur La Chapelle. Je ne sais pas si on a parlé des chapeliades qui se tiennent chaque année, qui n'ont pas pu se tenir en 2020, mais ça va reprendre en 2021. Premier dimanche de septembre sur le terrain des chapeliades à côté de cette salle. Toujours un événement très convivial. Et puis, toujours, La Chapelle, c'est toujours convivial. Oui, à la fois du sport, des jeux d'adresse, des jeux gratuits pour tout le monde. On peut passer l'après-midi sans débourser un sou. On vient en famille et on débourse rien. Si ce n'est payer à boire à ses enfants aussi, parce que voilà. Mais les jeux en eux-mêmes sont gratuits et c'est très sympathique et c'est fait pour s'amuser. C'est pas voilà. Et le mini-golf, c'est 2 €, donc c'est pas excessif. Et c'est 2,50 € le mini-golf, ouvert tous les jours, l'été, juillet, août, et tous les week-ends, mai, juin, septembre, octobre. Voilà. Bon, merci pour la présentation. Alors là, on avait commencé la rencontre avec une partie des membres du conseil municipal qui sont encore dans la salle. Et donc, ce que je propose éventuellement, c'est qu'on peut continuer l'échange, ou s'il y a des personnes qui ont des questions, des interventions en ligne, elles peuvent également en faire part. Je ne sais pas si à ce stade de la réunion, il y a quelqu'un en ligne qui souhaite intervenir éventuellement.
On voit qu'on a Jean-Paul qui a activé sa caméra. Je ne sais pas si Jean-Paul a une intervention. Ça nous permettra de tester le son en même temps. Alors, je viens d'ouvrir le son. Alors moi, je voudrais simplement déclarer que moi, je viens de l'extérieur, hein, je suis un immigré. Et donc, la vie à La Chapelle est assez agréable. Il y a plein d'activités. En temps normal, je fais de la gym, je fais de la marche avec un groupe. Et puis, bon, c'est vrai aussi que je suis assez fréquemment du côté de Saint-Symphorien. Donc, moi, j'ai de quoi m'occuper. J'ai toutes les activités qui me semblent intéressantes et qui, quelque part, me sont nécessaires. Est-ce que le son est bien passé? Oui, le son est pas mal. Par contre, ça indique que ta connexion Internet est un peu faible. Ah bah oui, ça, c'est le souci à La Chapelle. Là, s'il y a quand même un regret, en attendant la fibre optique, ben, on est plutôt très, très, très mal loti au niveau des communications, au niveau Internet. Hein. Donc, bah, des fois, pour le journal, j'envoie des photos, bah, j'ai le temps d'aller faire autre chose en attendant que la photo passe. Quoi. Je ne veux pas dire que je fume une cigarette parce que je ne suis pas fumeur, mais bon, je devrais m'y mettre. Quoi. Donc, mais bon, c'est prévu pour la fin d'année, hein, Christiane. C'est ça. En théorie, on serait tous fibrés fin d'année 2022 maintenant. Et il y a déjà des travaux qui ont commencé. Il y a déjà commencé, il y a quelques maisons qui ont eu ce privilège, mais pas beaucoup encore, et c'est en cours, à l'étude, etc. Ça, on n'y peut rien. Ouais. En tout cas, c'est vraiment. C'était fin 2021. Non, c'est passé à 2022. C'était 2021 prévu, et c'est maintenant, c'est une annonce 2022. Sachant que quand on a la fibre, c'est vrai que ça. Tu reviendras l'année prochaine, tu vérifieras. Peut-être on verra. Il y a une amélioration, ou s'il faut réellement attendre la fibre en 2022, enfin fin 2022. Bon, et Jean-Paul, donc pas de. Bon, merci pour ton intervention. Pas de questions de ton côté sur au niveau national ou des remarques, enfin sur la manière dont la crise a été gérée ou autre. Alors, j'ai des réactions à deux niveaux, c'est-à-dire que mon côté tolérant qui voudrait que cette pandémie, c'est quand même une première, personne n'a d'expérience dans le domaine-là. Donc, il a fallu innover, inventer et puis faire de son mieux. Et puis, la deuxième chose, c'est que j'ai eu du mal à supporter, ce sont les mensonges qui ont été proférés. Je veux dire, le port du masque n'est pas du tout obligatoire, n'est pas du tout nécessaire. Voilà, c'est ce genre de choses que j'ai beaucoup moins apprécié. Moi, je considère que on considère que je suis un adulte et que je suis capable d'entendre la vérité. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me faire un filtre. Et puis, attends, on va te ménager, petit gars, on ne va pas tout te dire, on va y aller doucement. Non, il faut me dire la vérité. Quoi. Donc, ça, j'ai très, très mal vécu. C'est ce que j'appelle des mensonges. Mais pour le reste, bon, je pense que nos gouvernants ont fait de leur mieux. Bon, des fois, ça me convenait, des fois, ça ne me convenait pas, mais bon, j'ai fait avec et j'ai respecté de mon mieux toutes les directives que nous avions. Alors, non, mais merci pour ton retour et on est tous partagés en disant qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer. Moi, simplement, pour essayer de te répondre sur la question des masques, je ne pense pas que le terme mensonge soit le plus adapté parce que sur les masques, enfin, je te dis quelle est ma version. Après, je ne prétends pas avoir la vérité tout seul. Mais je pense que, bon, déjà, dans notre culture française, on va dire, le masque, on va dire, n'est pas un outil courant, contrairement aux Asiatiques qui, dès qu'ils ont eux-mêmes une toux ou quelque chose, ils mettent des masques depuis bien des années. Et au début de la pandémie, l'OMS et les scientifiques étaient très partagés sur le masque, voire l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ne le préconisait pas. Et donc, moi, je ne pense pas qu'au niveau national, il y ait eu la volonté délibérée de ne pas dire la vérité, c'est-à-dire un mensonge, mais il y a simplement eu des incertitudes et les scientifiques qui disaient que le masque n'apportait pas forcément grand-chose, et avec en plus la situation que le stock stratégique de masques permettait simplement, on va dire, de les fournir aux
aux soignants et aux personnes, on va dire, directement exposées, et que dans tous les cas, il y avait également la volonté de dire, étant donné que les scientifiques nous disent que c'est pas forcément ultra nécessaire, et en plus qu'on en a tout juste pour fournir à nos médecins, à nos infirmiers, etc., on va pas se mettre à les rendre obligatoires ou autres, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais si tu veux, donc il y a plein de trucs qu'on peut critiquer. Est-ce qu'au niveau national, on avait suffisamment de stock, par exemple, mais je ne pense pas que le terme mensonge soit vraiment approprié. Tu vois ce que je veux dire? Je considère qu'à partir du moment où nos responsables, nos dirigeants ne nous disent pas la vérité, moi je considère que c'est un mensonge. Mais bon, on joue un petit peu sur les mots. C'est pas très important. Je veux dire, on nous aurait dit dès le début que le masque, c'est de porter un masque ceux qui en ont, et les autres, débrouillez-vous, protégez-vous, et essayez de ne pas envoyer de virus, disons, à votre voisin, enfin, prenez des précautions. Ça, j'aurais préféré ce genre d'échange. Là, je me serais considéré comme adulte. Parce que là, c'était un petit peu dans notre sphère, on sait, mais on ne pas. Alors que vous, le petit peuple, vous n'avez pas besoin de savoir. C'était extrêmement désagréable. Alors, je dis bien, c'est mon ressenti. Hein. Oui. Le tien, bien sûr. Mais tu fais bien de faire part de ce ressenti, mais moi, en tout cas, tel que je le vois, c'était je répète, c'était en fait une information qui n'existait pas. Et donc, peut-être qu'au niveau politique, il faut davantage assumer, et je crois que ça a été un peu fait après, le fait de dire ce qu'on sait, mais de dire aussi ce qu'on ne sait pas. Et là, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la gestion de la crise sanitaire. On est encore un peu dans le brouillard. On n'est pas sûr que tout à fait que les vaccins vont couvrir contre tous les variants. On n'est pas vraiment sûr de ce qui va se passer en octobre. Peut-être qu'une 4e vague n'est pas totalement exclue. Le politique, on va dire, n'a pas de boule de cristal, notamment quand la science, on va dire, ne lui permet pas d'apporter de réponse. Voilà, en tout cas, de mon côté, je ne crois pas qu'il y ait eu une volonté délibérée de masquer la vérité, telle qu'on a pu des fois la connaître, on va dire, dans notre vie politique. Quand il y a par exemple eu le nuage de Tchernobyl, là, pour le coup, peut-être que le mot mensonge, on va dire, me convient davantage, dans le sens où des responsables politiques peut-être savaient qu'il y avait un danger qui était avéré, mais ont préféré le taire pour d'autres considérations. Là, concernant le masque, je pense vraiment qu'il y avait on était dans l'inconnu et voilà. En tout cas, voilà, chacun essaye de faire au mieux. Mais merci pour ton intervention. Alors, je ne sais pas si en ligne quelqu'un d'autre souhaite intervenir. Il y a des personnes qui sont connectées, leur nom c'est marqué iPhone ou autre, alors je ne vois pas forcément les noms. En attendant, peut-être qu'il y a des personnes en ligne qui souhaitent prendre la parole. Je ne sais pas si dans la salle, quelqu'un veut intervenir sur un sujet en particulier. Le micro permet de bien de bien écouter tout le monde. Même ceux qui sont en ligne pour nous écouter. Et par contre, si tu veux parler bien fort. Oui, alors vous êtes allé voir le GAEC de Chapelle. Oui. Et l'actualité, elle est vraiment toute récente puisque c'est hier, par rapport aux diminutions des aides pour le bio. Ouais. Je pense qu'au niveau national, ça bouge un peu. Ouais. Alors, bonne question. Donc, pour remettre dans le contexte, vous savez que on parle là de la politique agricole commune, donc des aides qui sont versées à l'échelle européenne pour avoir une agriculture, on va dire, qui soit autonome et de qualité. Alors là, c'est un sujet, on va dire, un peu technique. Moi, le retour que j'ai, c'est que globalement, on aide davantage le bio avec la nouvelle réforme de la PAC, mais qu'il y a différentes enveloppes entre l'éco-régime, la base, etc., avec des modifications qui sont faites entre ces enveloppes, mais globalement, la nouvelle réforme de la PAC permet d'aider davantage le bio. Voilà. J'ai un schéma justement sous les yeux parce qu'on a interrogé le ministre de l'Agriculture parce qu'on avait des retours dans ce sens-là.
Et c'est vrai que je trouve que la question qui se pose aussi, c'est comment, quand il y a des décisions, on peut arriver à être hyper transparent pour vraiment que les gens soient vraiment en mesure d'être hyper bien informés sur les décisions qui sont prises. Alors qu'il y a la PAC, c'est un sujet qui est assez technique, hein, il y a plein de motifs d'aide différents. Et donc là-dessus, j'ai un schéma qui a été fait justement par le cabinet du ministre pour bien dire, avant la réforme de la PAC, les aides sont à un tel, et après la réforme de la PAC, certes, sur les différentes parties que constitue l'aide, il y en a qui, pour des raisons techniques, sont modifiées, mais globalement, il y a bien une volonté d'aider le bio pour accompagner la transition agroécologique. Ouais, alors si ça t'intéresse, éventuellement, je peux remettre le schéma, mais même le schéma, enfin, je le montre à Christiane, est assez technique. Voilà. Et sinon, oui, pour aller compléter, donc le GAEC des Deux Chapelles qu'on a vu, c'est un beau GAEC. C'est des jeunes qui viennent de reprendre une continuité d'une ferme qui font de la transformation en fromage et yaourt, etc. Il y a une belle exploitation et ils vendent surtout sur Uniferme. Ouais. Voilà. Leur production est, je ne me souviens plus le chiffre, mais globalement c'est 80%, quelque chose comme ça sur Uniferme. Hein. Et le reste à Biolay, donc ils viennent leur collecter. Ils font quand même 800 litres par jour. Donc, voilà, et 40 sortes de fromage. 40 sortes de fromage et ils sont en pleine, enfin, ouais, ils essayent de trouver d'autres fromages tout le temps. Ouais. Et ils ont une vente aussi le samedi matin à Duerne. Ils ont une cave, ils vendent, ils affinent dans la cave et ils vendent dans la cave. Et je trouve ce qu'il faut dire, c'est que souvent, on parle de l'agriculture des fois dans des conditions négatives. Eux, ils nous ont vraiment fait part ils sont contents d'être agriculteurs, ils font ce qu'ils veulent. Il y en a un qui est producteur de lait, l'autre qui fait la transformation fromagère, c'est vraiment ses études, il a fait des stages pour ça. Et que même en termes de temps de travail, leur organisation leur permet de vivre convenablement sans non plus s'épuiser totalement à la tâche dans un cadre hyper intéressant où ce sont les patrons, etc. Donc ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. C'est rare pour le souligner des agriculteurs qui sont. Des personnes qui ne viennent pas de l'agriculture. Des deux. Il y en a un qui est boulanger. Il y en a effectivement, il vient de Bonnuret, il était boulanger. Et d'ailleurs. Je t'ai envoyé un truc sur Telegram. Il m'a dit que sa famille, oui, voilà, il avait baigné dedans. Voilà. Il est en agriculture avant. Il a un parcours assez atypique. Hein. La vente directe se développe bien dans le territoire de l'agriculture. C'est des jeunes dynamiques qui, voilà, ça a du sens pour eux d'aller de produire son herbe jusqu'à vendre son fromage. C'est ça. Après, c'est du travail. Hein. Voilà, moi, je connais un petit peu le monde agricole, je travaille dans cette filière et voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont épuisés et donc ils ont besoin d'être soutenus, d'être encouragés parce que c'est un travail difficile et c'est vrai que voilà, l'image du monde agricole, il y en a qui la ternissent. Et, alors, je ne dis pas que tous les agriculteurs font des choses irréprochables, mais voilà, la plupart font quand même ce qu'il faut pour produire des produits de qualité en respectant l'environnement et je trouve que c'est important de soutenir ce milieu agricole. Il est très important pour le milieu rural. C'est l'entretien des paysages, c'est plein de choses derrière tout ça. C'est pas que nous, on a besoin de nos agriculteurs, bien sûr. Et eux, je crois qu'ils emploient 2 salariés, notamment pour la transformation. Pour la transformation, c'est 2 salariés. Le seul point qui est un peu c'est que pendant le confinement, il y a beaucoup de personnes qui sont revenues au circuit court et on aurait pu s'attendre à ce que ça se maintienne un peu plus après. Et là, les mauvaises habitudes ça s'est développé, mais ça ne s'est pas maintenu comme ça aurait pu. Mais voilà, les gens, je pense, les consommateurs cherchent aussi à consommer local. Ça se développe, hein. Il y a des choses qui. On vit une transition là. Après, tout le monde ne consommera pas local, mais voilà, on espère mieux. Le lien.
Non, mais d'ailleurs, il y a un jeune maintenant sur la chapelle qui va faire des paniers. En même temps que le vrac. Qui va faire des paniers, vendre des paniers avec des produits locaux. Alors, on passe commande par Internet sur un site et il s'engage à aller acheter pour nous. Enfin, et c'est un jeune de la chapelle qui va faire ça. C'est le mardi, un mardi sur deux. Les semaines paires, je dirais les semaines paires de 16h à 19h. Je ne sais pas quelle semaine on est. Voilà. Je dirais les semaines paires. Avant-hier, Paires, il me semble. Et ça fonctionne plutôt bien. Et ça fonctionne bien, oui. On va peut-être créer un petit marché, finalement. Petit à petit, on s'étoffe. Ça va grossir. Et on y avait proposé le mardi après-midi à la sortie de l'école. Et en plus, le mardi après-midi, normalement, dans la vie normale, il y a le club des amis qui se rencontrent aussi. Du coup, on disait peut-être pourquoi pas. Les fromages de chapelle, ils pourraient. Oui, voilà. Après, ils ont déjà beaucoup d'autres lieux de vente. Ça prend du temps aussi de tenir un marché, finalement. C'est très gourmandant. Oui, après, ça peut être un choix. Et à la cave, c'est le samedi de 10h à midi, ils nous ont dit. De 9h à midi. 9h à midi, le samedi. C'est très atypique, quoi. C'est très original. Entre-temps, sur la question du bio, j'ai retrouvé donc Julien de Normandie, ce qu'il nous avait dit, parce qu'on avait sollicité son cabinet, il a fini par mettre hier soir un tweet où il explique bien les choses, où il dit bien qu'effectivement, les aides au bio ne baissent pas, au contraire, elles s'augmentent. Et effectivement, qu'il a eu la fédération, le président de la Fédération nationale de la culture biologique, qui peut-être lui espérait davantage et qui le ministre dit que peut-être qu'ils sont allés un peu, ils ont eu une vision peut-être un peu erronée de dire que ça baissait. Et il explique noir sur blanc pourquoi ça augmente. Voilà, il y a peut-être certaines enveloppes qui peuvent baisser parce qu'il y a les aides à la conversion, il y a les aides aux revenus. Et je crois que la priorité du gouvernement, notamment, c'est d'accélérer la conversion également, d'où le transfert entre certaines enveloppes. Justement, moi, j'aimerais vous poser une question sur c'est un peu rejoint un peu l'échange qu'on avait eu avec Jean-Paul, etc. C'est comment vous voyez-vous le rapport à la vérité dans notre démocratie? Enfin, est-ce que vous trouvez que l'écosystème médiatique, les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu, ça vous permet, vous, d'accéder à la vérité sur ce qu'on dit, d'un point de vue sanitaire, sur les vaccins, sur la manière dont sont gérées les politiques publiques au niveau national? Ou est-ce que des fois, vous avez encore l'impression qu'il y a des choses qui sont cachées? Par exemple, y compris, là, on parlait des conditions de choix pour savoir s'il y avait 2 classes, 3 classes. Des fois, il y avait encore des retours qui disaient il y a des décisions qui sont prises sans qu'on nous dise vraiment pourquoi, etc. Enfin, vous trouvez qu'on progresse dans la vérité, dans notre démocratie, ou qu'au contraire, il y a des risques? On entend tout et n'importe quoi. Donc, du coup, c'est ça le problème. C'est que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Tout le monde est spécialiste de tout. Enfin, oui, les chaînes d'information, mais pas que. Enfin, tout le monde a son mot à dire. Pardon? Oui. Ouais. Il faut avoir le recul et avoir la capacité de faire la part des choses. Ouais. Puis trouver les bonnes informations du vrai, quoi. Ouais. C'est ça qui est compliqué. D'où ça sort. Parce que c'est vrai que ce qui est nouveau dans les mutations qui se passent, c'est que avant, étant donné qu'il y avait beaucoup moins de chaînes de médias, pour accéder aux médias, il fallait déjà avoir un niveau de connaissance ou d'expertise pour passer au JT, par exemple. Et là, avec les chaînes d'information en continu et les réseaux sociaux, pour le coup, aujourd'hui, un peu tout à chacun peut parler sans forcément être un expert en la matière. Et ce qui se disait avant au bistrot du coin, maintenant, des fois, ça peut se dire, y compris sur les réseaux, sur la télé. Et donc, c'est vrai que ça engendre une profusion d'informations avec parfois des éléments un peu contradictoires. Et donc, sans doute, il faut faire attention à cet écosystème et toujours veiller au fait que dans nos démocraties, tout le monde soit bien, enfin, qu'il y ait toujours la contradiction,
mais qu'il y ait quand même le bon écosystème médiatique pour que la vérité puisse apparaître, quoi. D'ailleurs, les arrêtés, on les connaît par BFM ou par les médias avant qu'ils arrivent en mairie. Hein. Ouais. Bon, les gens, ils me demandaient alors comment on va faire. Ben, j'en sais rien, je sais pas. Ouais. J'ai pas reçu l'arrêté. Ouais. Alors que sur toutes les chaînes d'infos, ça y est déjà. Ouais. Alors là effectivement, c'est le sujet du temps médiatique, on va dire. Aujourd'hui, vu que tout est filmé en temps réel, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je suis toujours en tête le 11 septembre 2001. Les attentats ont lieu à 10h, à 10h10. Sur les smartphones, aujourd'hui, on a tout en temps réel. Et donc, c'est sûr que le système de l'État où il y a les gouvernements qui communiquent au préfet, le préfet qui communique au maire, est un peu en retard. Et du coup, les gens savent l'info, alors on ne sait pas si c'est vrai. Ouais. Mais on voudrait nous demander des réponses à nous, les maires, qu'on n'a pas parce que je n'ai pas l'arrêté. Mais donc, il faut à la fois que l'État accélère ses processus d'information, mais aussi, on ne peut pas aller de manière indéfinie dans le besoin d'immédiateté des gens aussi. Il faut que chacun aussi apprenne à être raisonnable dans son… Il faut apprendre à savoir attendre. Quoi. Ouais. Parce que… Et il y en a eu beaucoup. Le fait qu'il y en a eu. Ouais. Ah, ben à mon avis, celui qui veut savoir, les conférences… Le fait de l'avoir inspiré, pour moi, c'est pas évident la mécanique. Après, il fallait voir les heures, il y a peut-être des heures que les gens n'avaient pas envie du travail, peut-être voir pour… Et c'est accessible en replay. Et moi, je pense qu'il y a une progression dans la communication du gouvernement, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, c'était le directeur général de la santé, là, le professeur Salomon, qui parlait. Alors, je pense que c'est éminemment une parole politique qui a besoin. C'est pas un fonctionnaire qu'on envoie quand on parle à la population. Et je trouve qu'au début, c'est vrai il y a eu l'épisode des masques, on n'avait pas toutes les infos, et puis il y a eu, je trouve que ce décompte macabre tous les jours, c'était pas forcément hyper adapté, quoi. Et dernier point d'amélioration, je crois qu'au cours de la crise, on a appris à dire on ne sait pas. Alors qu'effectivement, je comprends Jean-Paul, je pense qu'il y a des ministres, il y a le porte-parole du gouvernement qui a dit à un moment donné, le masque, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, parce que l'OMS dit ça, alors que on aurait dû dire, dans l'état actuel des situations, le masque ne nous semble pas, d'être assez prudent dans le. Parce que sinon, effectivement, la population, je comprends pas, une semaine on dit le masque ça sert à rien, la semaine suivante le masque est obligatoire. Donc il me semble quand même qu'en termes de communication, on a progressé. Mais. Par contre, personne ne craint les conséquences de l'été. Les conséquences en matière… Par exemple, on voit que l'Angleterre, qui devait déconfiner 100% d'Ukraine, ça va pas en fait. Thomas, on n'entend absolument pas ce que disent les gens dans la salle. Ouais. On entend un bruit. Ouais, je vais reformuler ensuite, effectivement, parce qu'on est un peu loin. Et donc, la question d'Olivier, c'est quelles sont les conséquences de l'été? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de nouvelle flambée épidémique? Est-ce qu'on est sûr qu'on va relâcher tout le 1er juillet? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas mieux dire, non, finalement, on a un chemin qui est introduit. Peut-être anticiper la chose, si je peux prendre la rafale de septembre ou de octobre, on va encore toucher personne de septembre. Alors, donc la question est finalement, est-ce qu'on relâche pas trop cet été? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de retour de bâton en septembre? Alors moi, je suis pas scientifique, je parle avec des pincettes. Le premier élément moi que j'ai pour répondre, c'est que on pensait tous qu'à l'été 2020, l'épidémie était derrière nous et on avait totalement sous-estimé le retour et même la force du retour à l'automne 2020. Hein. Et là même. Et là, pour le coup, les scientifiques étaient à peu près unanimes pour dire qu'il y aura peut-être une vague, mais qui sera moins forte, etc. On ne sait pas encore vraiment quel est le lien en fonction du niveau de température, de la saison, parce qu'il y a encore des inconnus. Moi, ça, c'est le premier élément qui devrait nous rendre prudents pour l'automne 2021. Bon, par contre, inversement, le deuxième élément, c'est que là, on a dépassé 50% des Français qui ont reçu leur première dose. Et d'ici l'été, on devrait quand même avoir bien avancé. Et donc, même s'il y a une flambée épidémique, elle va concerner quand même une population moins grande de gens
et en plus des gens qui sont moins sensibles, puisque les plus de 75 ans, je crois qu'ils sont vaccinés à 80%. Donc, il y a moins de conséquences, on va dire, en termes de vie humaine et de risque d'engorgement des urgences. Pour autant, il faut rester extrêmement prudent, puisque les scientifiques nous avaient dit dans un premier temps, si 70% de la population est vaccinée, on est sauvé. Finalement, c'était 80. Maintenant, il y en a qui disent 90%. Parce que même 10% de la population, ça fait quand même 6-7 millions d'habitants en France. S'ils sont contaminés trop rapidement, ça peut suffire pour engorger des services d'urgence. Ouais. Un chiffre, je ne sais pas si vous l'avez eu en tête, moi c'est vraiment un chiffre que j'ai appris, c'est qu'au niveau national, mais pas plus, pas moins que d'autres pays, on a 6000 lits d'urgence uniquement en temps normal. Ce qui en temps normal va très bien parce qu'il y a à peu près le même nombre d'accidents de la route, d'accidents de cuisine, d'accidents cardiovasculaires, etc. Et je trouve que pour interpréter ces 6000 lits d'urgence, je me dis à l'échelle d'une population de 60-70 millions, ça fait un lit d'urgence pour 10 000. Donc, par exemple, à l'échelle des Monts du Lyonnais, si on devait dire on a combien de lits d'urgence dans les Monts du Lyonnais, il n'y en a que 3, en fait. Et sauf que sur les 3, il y en a 2 qui sont déjà toujours occupés parce qu'il y a toujours un nombre d'AVC, d'accidents. Et donc, en fait, notre marge, elle est sur 1. On sait bien gérer la moyenne, mais dès que, pour une raison ou pour une autre, on envoie davantage de gens en urgence, on est quand même vite dans le rouge, quoi. Et en fait, c'est ce qu'on a vécu avec le confinement, c'est que les choses s'emballaient à un tel point que on était difficilement en mesure de faire face à l'afflux des gens en urgence, d'autant plus qu'ils y restaient de mémoire une quinzaine de jours, et donc et puis en plus des séquelles qui étaient données. Donc moi, je fais plutôt partie de ceux qui sont prudents pour l'automne. Sans compter qu'on ne sait pas encore si les variants pourront apparaître. Ça se trouve, le Covid, enfin à ma connaissance, on n'est pas encore sûr qu'il ne va pas revenir de manière saisonnière comme la grippe et qu'on ne sera pas tous obligés, enfin obligés pour ceux qui le souhaitent, de se faire vacciner chaque année. Ça s'annonce plutôt comme ça, non? Bon, d'être vacciné plutôt régulièrement, non? Ouais, aujourd'hui. Donc, faut être super prudent. Après, c'est compliqué. En même temps, ça fait envie de sortir quand même. Ouais. Oui, mais c'est vrai que ça fait envie de sortir, mais quand on voit les images du soir, ils sont tous jetés dans le bar. C'est pas l'altération de taille, quand même. Oui, bien sûr. Ah non, mais d'accord. Ce que dit Olivier, c'est attention quand même à pas trop lâcher la bride. Et c'est sûr que c'est toute la difficulté de la décision au niveau national, c'est quel est le bon niveau. Moi, ce que je regrette un peu dans notre gestion au niveau national, en tout cas les marges de progrès, je trouve qu'on a à avoir pour de prochaines crises, c'est que pour l'instant, on a été en mesure de faire que des stratégies de freinage et pas des stratégies d'éradication. Il y a d'autres pays, notamment les pays asiatiques, qui ont d'autres organisations sociales, qui ont vraiment été capables de l'éradiquer. Alors, soit parce que c'est des démocraties, ils mettent un gendarme ou quelqu'un du Parti communiste au pied de chaque immeuble et ça rigole pas, soit parce qu'ils ont trouvé aussi, y compris des démocraties, Taïwan, la Corée du Sud, ils ont été quand même. Taïwan, ils ont eu une dizaine de morts seulement sur le Covid. Et je trouve quand même qu'il faut qu'on réfléchisse sur si un jour on a un virus d'intensité beaucoup plus forte, c'est-à-dire qu'un virus avec le même niveau de contagiosité, mais un taux de mortalité beaucoup plus important, eh bien, il faudra qu'on sache faire ces stratégies d'éradication. Donc, contrôle strict aux frontières. Et quand quelqu'un est détecté positif, on lui dit pas, s'il te plaît, reste chez toi. C'est strict, enfin, que ce soit strict, isolé, vraiment. C'est un des points sur lesquels on a été un peu, je trouve qu'on aurait pu progresser, c'est dans les mesures de contrainte à l'échelle individuelle pour les cas positifs, pour casser les chaînes de contamination. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu dans le droit français l'interdiction pour un Covid+ de sortir dehors. Non. Ça n'existe pas dans notre droit. On pourrait se poser la question de se dire, pour casser une dynamique virale qui est très forte, qu'une personne soit astreinte soit à rester à domicile ou soit à rester dans un hôtel, on lui apporte à manger, on indemnise pour ça.
Puisque même ceux qui venaient d'étrangers à un moment, qui étaient positifs, ils étaient isolés, sauf de 10h à midi en fait, justement, on a fait avancer le sujet pour certaines destinations, notamment Afrique du Sud, Brésil, de mémoire, mais avec donc ça a été des arrêtés préfectoraux, parce qu'on était beaucoup de parlementaires à avancer sur le fait de dire on se contraint tous parce qu'on n'est pas en mesure de contraindre certains. Mais ça a été, on est allé à mi-chemin dans le sens où les gens l'ont fait à domicile, donc avec la possibilité de contaminer leur famille, et puis également la possibilité de sortir plusieurs heures par jour pour faire ses courses, etc. Le vrai isolement, c'est dans un hôtel. Enfin, les Asiatiques ont fait comme ça. Hein, et les Covid+, ils leur apportaient à manger en posant le plateau dans le. Donc, c'est pas agréable pendant 15 jours, mais c'est la seule manière de casser la chaîne de contamination. En fait, les hôtels étaient tous vides, quasiment. Donc pourquoi ça ne s'est pas fait en France? C'est le respect de la liberté individuelle. La loi, c'était pas possible d'aller jusque-là. En fait, ça s'est pas fait dans les démocraties occidentales. Parce que, en fait, c'est toujours une question de qu'est-ce qu'on est capable de faire individuellement au profit du collectif. Et nous, au niveau, déjà, c'est pas notre tradition. Et je sais pas si la Constitution l'aurait permis. En tout cas, c'était pas dans notre tradition, mais là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'avec le recul, je me demande si on n'aurait pas dû le faire. Plus de contraintes individuelles pour les Covid+ et les cas contacts, pour moins justement de contraintes pour tous. On le dit maintenant, après plus d'1 an de crise sanitaire et de restrictions mais voilà, il y a 1 an, effectivement, on aurait mis ça en application. Il y aurait une levée de bouclier immense de la part de la population. On n'était pas prêt à y accepter. On a vécu ça, on le vivrait sûrement différemment. C'est vrai qu'on est très attaché à notre liberté, très attaché à l'égalité, et paradoxalement, on est plus prêt à adapter des mesures qui concernent tout le monde que des mesures ciblées. Voilà, après, le gouvernement faisait confiance en la population sur la civilité des gens, de respecter les gestes barrières, de respecter les règles. Voilà, ce qui est tout à son honneur, quoi. Mais voilà, après, certains n'ont pas forcément respecté les règles, quoi. Pas jouer le jeu, j'ai envie de dire, pour le bien du collectif, quoi. C'est dommage. Et puis, pas forcément conscient que, étant Covid+, ils pouvaient si facilement contaminer des personnes. Bon, voilà, en tout cas, j'espère qu'on a beaucoup appris et que surtout, on pourra, dans plein de domaines, exploiter ce qu'on a appris. Améliorer, on ne peut que s'améliorer. Et les distributeurs des autres pays, là, au niveau des distributeurs, au niveau des grands, au niveau des respirateurs, au niveau est-ce que le gouvernement aujourd'hui fait quelque chose pour relocaliser ces productions et puis d'autres? Ok. Donc la question était, je suis pas sûr que ton micro ait bien marché, c'est pour être. Si je mets ici. Par contre, tu vas voir le. Ouais. Ça va. Alors je vais couper le ici. Et avec le recul, est-ce qu'aujourd'hui on a tiré les conséquences de la crise pour relocaliser les fabriques de masques, de respirateurs? De ne pas dépendre des autres, en fait. Ouais. C'est une bonne question. Est-ce qu'on a il y a un mot qui était très peu employé avant et qui est revenu vraiment à l'ordre du jour, c'est le mot de souveraineté, qui était en France traditionnellement surtout employé pour l'agriculture, la défense et l'énergie. En agriculture, depuis toujours, on s'attache à être autosuffisant de manière alimentaire. En énergie, la stratégie nucléaire, c'est vraiment qu'on veut être autosuffisant. Et en matière de défense, pareil, l'État gère avec la Délégation générale à l'armement au fait qu'on soit en mesure de fabriquer nos avions, nos tanks, etc. Et sur les questions médicales, ces 20-30 dernières années, on a totalement, il y a des pans entiers de l'industrie pharmaceutique qui sont partis, mais parce que elle pollue et ça posait des problèmes de voisinage, et parce que ça coûtait moins cher de produire ailleurs. Enfin, à l'époque, il n'y a pas eu forcément la conscience de dire on pourrait manquer un jour en France de Doliprane, etc. Mais sur le paracétamol, par exemple, qui est beaucoup utilisé, je ne sais même plus sûr qu'il y ait un seul site en Europe de fabrication du principe actif sur le paracétamol, sur un truc qui est pourtant un truc hyper court. Donc là, effectivement, on part de là. Il y a un point sur lequel la France avait plutôt bien géré, c'était quand même les masques
pas en stock, mais en capacité de production, puisqu'on avait quand même, contrairement à d'autres pays européens, encore 4 usines de fabrication de masques, voilà. Mais qui étaient suffisantes, on va dire, pour produire, on va dire, en régime nominal, mais pas tout ce qu'on a dû produire. Et donc, depuis, il y a eu une prise de conscience qui va être longue à apporter son aspect, mais effectivement, dans le cadre du plan de relance, il y a un volet du plan de relance qui s'appelle l'appel à projet relocalisation, qui vise à accélérer la relocalisation des briques essentielles. Par exemple, sur la partie vaccin, il y a eu, c'était l'objet de la visite du président à Marcilly-l'Étoile en juin, un nouveau site de production de Sanofi de vaccins qui vise à être plus autonome. Il y a des efforts qui sont faits sur les masques, sur pas mal de sujets. Et d'ailleurs, on a plusieurs entreprises sur la circonscription qui ont bénéficié de cet aspect relocalisation. Après, il ne faut pas se leurrer sur où on peut aller, dans le sens où on ne peut pas non plus être autonome sur tout. Donc, il faut gouverner, c'est choisir, c'est renoncer. Donc, faut vraiment voir en quoi, enfin, quels sont les sujets sur lesquels on veut vraiment être souverain, c'est-à-dire ne pas être dépendant d'autres personnes à l'échelle française, à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale. Il y a, parce qu'on est quand même dans on peut pas, paradoxalement, il y a beaucoup de filières où il y a des recrutements qui sont tendus, ne serait-ce qu'à partir de ça. Hein. Les personnes qualifiées aujourd'hui en France, elles ont très peu de chômage. Et donc, on n'a pas forcément les ressources humaines pour reproduire sur l'ensemble des domaines et être autonome dans l'ensemble des domaines. Donc, il faut quand même faire des choix. Et il est étonnant quand même qu'à l'échelle européenne… Ouais. Allez, moi, je coupe le son ici pour pas qu'il y ait l'écho, là. D'accord. Je disais simplement que c'est quand même étonnant qu'à l'échelle européenne, ces questions-là ne puissent pas être intégrées et traitées, qu'à l'échelle française, effectivement, on ne puisse pas être autosuffisant en tout, souverain en tout, mais l'Europe, ça fait quand même suffisamment longtemps qu'elle existe, qu'elle est censée justement apporter des solutions sur ces questions-là, et on voit quand même que 40-50 ans après, on s'est quand même beaucoup exporté sur ces questions de souveraineté. Que la politique européenne, ça ne fonctionne pas, ça. Alors, je pense que tu as en partie raison. Je pense que l'Europe, elle s'est construite avant tout dans un contexte mondial de paix, pour bâtir la paix, et avec pour objectif principal, dans un premier temps, de protéger le consommateur. C'était trouver des règles pour que ça coûte le moins cher possible aux consommateurs. C'est pas l'Europe qui décide ça toute seule, c'est la volonté des différents pays membres de l'Union européenne qui se sont dit, nous, notre priorité, c'est le prix bas pour les consommateurs, donc de la dérégulation sur plein de sujets. Il y a plein de sujets sur lesquels ça porte des fruits. Le mot souveraineté ou le mot puissance dans le vocabulaire européen, il n'apparaît que assez récemment ces dernières années. L'Europe s'est considérée longtemps comme un marché en tant que tel. Mais la question de souveraineté et de puissance, il n'y a que quelques années où l'Europe, ça commence à arriver dans le vocabulaire de l'Europe. Notamment parce qu'après-guerre, la sécurité de l'Europe était parrainée par l'allié américain. Il faut savoir qu'en Allemagne, par exemple, les Américains ont encore 50 000 soldats sur le sol allemand. Et donc, avec l'OTAN, avec tout ça, l'Europe a toujours, entre guillemets, délégué sa sécurité au grand allié américain, qui viendrait si les méchants russes allaient débarquer sur. Et donc il y a eu plein d'implications en termes de souveraineté. Je trouve que là, franchement, depuis quelques années, il y a un véritable virage où vraiment le consommateur, ça reste important à l'échelle européenne, mais il y a les questions de souveraineté, d'indépendance stratégique, etc. Elles reviennent vraiment en force, pas parce que l'Europe, etc., parce que les chefs d'État européens mettre ça à l'agenda, comme dans la communauté de communes. Hein. La communauté de communes, elle ne prend pas des décisions toute seule. C'est les maires, les conseillers communautaires qui décident de faire des choses ensemble ou pas. Et notamment en matière de santé, si j'avais un exemple à citer, c'est le fait que sur le sujet des vaccins, l'Europe a choisi d'éviter le chacun pour soi
et a dit on va avoir une stratégie concertée de production, de soutien et d'achat des vaccins. Et franchement, si ça n'avait pas été le cas, il y aurait eu la concurrence entre tous les pays européens pour dire moi j'en achète le plus possible parce que je mets le prix, comme les Anglais font, comme les Israéliens ont fait. Et donc, mais un truc comme ça, c'était jamais prévu. Sur la relance, l'Europe, pour la première fois, met de l'argent sur la table au travers de la Banque centrale pour financer les plans de relance de chaque État. Sur les 100 milliards d'euros de plans de relance français, je crois qu'il y a 40 qui sont financés directement par l'Europe. Donc, petit à petit, l'Europe, finalement, prend conscience de la nécessité d'être un peu autonome, on va dire, sur le plan stratégique, alors que ce n'était pas du tout la commande initiale. Donc, voilà. Il y a encore du chemin à faire, mais je suis plutôt assez optimiste. Moi, cher. Mais quand même, ça fait quand même. Je suis c'est 30 ans, ces questions géopolitiques, vraiment, ça fait 30 ans qu'on abandonne tout ça et qu'on aurait pu justement utiliser ces 30 années-là pour. Bien sûr. Si je prends par exemple la question des masques, pardon. Le sujet, oui, ça fait 30 ans qu'on aurait pu gérer ce sujet. Si je prends la question des masques, en fait, le sujet, c'est de dire, bon, il y a soit les Chinois, les Asiatiques qui, pour des questions, on va dire, de coût du travail, de plein de choses, sont capables de produire des masques pas chers, ou soit on les fait sur le territoire national ou européen, donc on investit dans l'appareil productif, etc. Il est fort à parier quand même que ça coûte quand même un peu plus cher. Donc il y a un arbitrage entre avoir des masques chez nous, qu'on est autonome, mais un peu plus cher, ou les acheter chez les autres un peu moins cher. Pendant des années, le retour, ça a été de dire le masque, c'est pas important, autant qu'on les achète chez eux et puis on fait un peu de stock et tout va bien. Aujourd'hui, sur le masque, tout le monde se dit un simple morceau de papier, finalement, comme ça, c'est quand même assez stratégique. Et donc, je pense qu'on va être capable collectivement de dire on préfère peut-être que ça coûte un peu plus cher, mais qu'on les fasse tout seul. Alors, ouais. Ouais. Si, quand même. Avec, tu veux dire avec les allocations. Oui, peut-être qu'on n'intégrait pas toutes ces questions-là. Ouais. Ça coûte un peu plus cher, mais ça coûte un peu plus cher en produit local. Et donc ça permet aussi on peut se permettre de payer un petit peu plus cher si de toute façon les populations, effectivement, quelque part, d'une certaine manière, se paupérisent pas ou non plus ces perspectives. On continuait, enfin, on s'était habitué à avoir les 10% le taux de chômage, du chômage, du taux de chômage de masse partout en Europe. Alors, en gros, la question est de donc après, comment on peut convertir une partie de ces personnes au chômage pour relocaliser, je trouve que c'est un vrai sujet. Hein. C'est sûrement des questions, c'est un peu la réflexion de Michel. Mais c'est probable qu'aujourd'hui, les réponses, elles ne pourront pas être nationales à toutes ces questions-là. Dans les conseils d'administration, c'est plus que des financiers qui commandent. Ouais. Et il n'y a pas de mystère, hein, c'est les marges. Et pourquoi si vous voulez faire, ils nous disent toujours c'est les marges de chiffres. Et si vous voulez faire des marges de chiffres, ça partait tout en Inde ou en Chine ou autre. Et ils sont tous partis. Tant qu'on a eu tous les chercheurs qui avaient leur laboratoire en route, ils débrouillaient pour s'autofinancer, pour se faire de la marge, mais le jour où c'est arrivé les financiers qui sont arrivés dans ces entreprises, c'était une catastrophe. C'est tout parti à l'étranger et on a laissé faire des financiers. Oui, je suis d'accord. Effectivement, il faut faire attention au fait que la finance reste bien à sa place, mais je trouve qu'aussi dans la décision politique de ces 30 dernières années, un sujet qui a pesé fort, ça a été de dire pour équilibrer les comptes de la sécurité sociale compte tenu du contexte qu'on connaît, il y a eu une pression sur le prix du médicament qui a été extrêmement forte aussi. Oui, enfin, moi, je discute souvent parce que notamment, il y a Biomérieux, Sanofi sur la circonscription. C'est souvent aussi quelque chose qui
revient, c'est de dire, c'est un peu comme pour le prix du masque. Ok, quel prix êtes-vous prêt à mettre pour que on fabrique un médicament dans des conditions parfois qui sont plus coûteuses. Donc, effectivement, il y a sans doute eu la question de la financiarisation. Il y a quel prix on est prêt à mettre sur nos médicaments. Et qu'est-ce qu'on est capable de produire et aussi, qu'est-ce qu'on est capable d'investir dans la recherche. Parce que moi, il y a un point qui m'a beaucoup marqué, on va dire, sur ces dernières années, c'est que sur cette année qui vient de se passer, c'est le fait que la France, on était en retard, on va dire, sur le vaccin. Donc, on peut se poser la question pourquoi. Mais quand on regarde l'argent qui a été mis sur la table par les Américains, les Allemands, il n'y a pas de secret. Ils ont mis les Américains, d'ici, on les voit assez libéraux. En fait, l'argent qu'ils mettent sur la table pour aider leur entreprise, il est quand même assez phénoménal. Et d'ailleurs, Pfizer, BioNTech, c'est une entreprise allemande qui a ensuite cédé son brevet. Enfin, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Bon, donc voilà, il y a plein de sujets, mais je pense que derrière tout sujet, c'est finalement sortir d'une certaine naïveté et retrouver un État stratège aussi, qui a des moyens. Enfin, moi, c'est une conviction politique un peu particulière, je sais pas. C'est de dire que il faut à un moment donné, entre l'État-providence et l'État stratège, aussi trouver les bons équilibres. Et si on n'a que l'État-providence qui n'a plus de moyens derrière pour aider les industries, aider la souveraineté, etc., on ne peut pas avoir d'État stratège. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver un peu l'équilibre entre les deux et conserver de la capacité à financer notre recherche, aider plein de... Enfin, que ce soit une priorité nationale comme ça a pu l'être un certain temps. Voilà. Parce que moi, j'ai aussi une conviction, c'est que le jour où on est en crise, les rapports entre les pays peuvent rapidement se rigidifier. Hein. L'Europe, il y a déjà eu des tensions assez fortes, mais on a vu que quand il s'agissait de trouver des masques et de les acheter sur les tarmacs des aéroports chinois, il n'y avait plus d'alliance entre les Américains et les Européens. C'était chacun pour soi. Et donc, on ne sait pas de quoi est fait les années qui arrivent. Les années qui arrivent, on ne peut pas. Bon, on a une discussion. Alors, oui, Jean-Paul, je crois, lève la main. Pardon, Jean-Paul, on ne t'avait pas vu. Oui, j'ai une question un petit peu alors, je remets le son. Probablement. Oui. Il y a quelques temps déjà, tu as quitté le groupe En Marche pour aller rejoindre, je pense, un groupe qui s'appelle Agir Ensemble, quelque chose comme ça. Est-ce que tu pourrais, en 2-3 phrases, simplement nous donner les raisons de ce changement? Ok. Alors, en fait, donc moi, je fais partie de la majorité présidentielle parce que je soutiens l'action du président de la République et je considère que, compte tenu de notre organisation institutionnelle, réformer le pays, ça demande au président d'avoir une majorité à l'Assemblée. Au sein de cette majorité présidentielle, on a commencé le quinquennat avec 2 blocs. Il y avait le bloc La République En Marche, qui était le bloc, on va dire, pléthorique, 300 députés, et le bloc MoDem. À un moment donné, on a ressenti avec plusieurs collègues la nécessité, on va dire, de créer un 3e pilier de la majorité avec des convictions, on va dire, particulières, peut-être plus libérales, plus européennes encore, et puis un groupe qui permettrait d'avoir plus de fluidité, on va dire, dans son fonctionnement, alors que le groupe La République En Marche de 300 députés, c'est assez compliqué d'avoir des discussions politiques, parce que quand tout le monde doit s'exprimer, ça prend déjà 2 jours. Et donc, on a décidé de créer ce 3e pilier de la majorité, qui est à la fois composé de gens qui étaient déjà dans la majorité et de gens qui sont venus la rejoindre à cette occasion, notamment issus des groupes LR et UDI. Voilà. Donc, c'était à la fois, donc c'était une question d'efficacité de l'action parlementaire. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Est-ce que le résultat a été obtenu? C'est-à-dire, parce que je ne pense pas que vous soyez indépendant par rapport au président, parce que vous allez voter dans le même sens, mais je veux dire, est-ce que vous avez obtenu cette liberté d'échange entre vous et donc quelque part d'avancer au sein de ce groupe Agir?
Ouais. Bon, il y a eu plusieurs éléments intéressants. Déjà, ça a permis de consolider la majorité, puisque ça a permis de faire venir des personnes, on va dire, qui étaient d'une certaine sensibilité dans ce groupe, mais qui ne voulaient pas pour autant rejoindre le groupe La République En Marche. Donc ça, c'est un premier point positif. Et le deuxième point positif, c'est que au travers de notre production législative, on a montré que qu'on était en mesure, du fait de nos sensibilités, de proposer des choses nouvelles et parfois de proposer des nouvelles choses par rapport à ce qui était proposé. Donc moi, je suis très satisfait, on va dire, c'est compliqué d'être jugé parti, mais en tout cas, je trouve que ça porte ses fruits, on va dire, depuis 1 an et qu'on porte une nouvelle voie à l'Assemblée nationale qui est très utile. Voilà. Mais à voir, moi, je suis très satisfait de ce changement. Enfin, je pense qu'on incarne vraiment une voie utile au sein de la majorité. Voilà. Je ne sais pas si tu as répondu à ta question, Jean-Paul. Oui, tout à fait. Merci. T'en prie. Alors, bon, entre-temps, je vois que l'heure a avancé et que c'est bientôt 8 heures. On s'était fixé 1 heure. Je ne sais pas s'il y a encore une question d'aborder beaucoup de sujets. En ligne, je ne sais pas, il y a plein de personnes, on va dire, qui ne sont pas intervenues et qui étaient… N'hésitez pas si vous souhaitez intervenir. Hein. Mais sinon, c'était très, très bien d'avoir ce moment d'échange. Et puis, toute cette séquence qu'on a eue sur la Chapelle, on retient que c'est une commune de 600 habitants, mais qui a tout d'une grande et plein de Non, on veut rester rural hein, quand même. Mais avec ce caractère… avec un caractère bien trempé. Rural affirmé, bien trempé. Et c'est une commune vraiment qui est agréable, où la vie associative est riche et où les gens se prennent en main depuis toujours. Et je pense que c'est une commune qui est attractive. Hein, et d'ailleurs, juste un dernier point, toi, tu ressens le regain d'attractivité de gens qui veulent venir y habiter? Oui, moi je pense qu'il y a plus de gens qui veulent venir, enfin il y a des gens qui veulent venir y habiter. Pour preuve, les maisons qui se vendent, on ne sait pas qu'elles sont à vendre, qu'elles sont déjà vendues. Oui. Okay. Oui, les gens veulent venir sur la Chapelle, c'est sûr. Bon, et on les accueille avec plaisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. Et puis, si tu veux, je te laisse le mot de la fin. Si tu veux dire une dernière chose. Non, je voulais surtout te remercier parce que c'est important pour nous d'être écoutés, entendus, parce qu'on a toujours l'impression qu'on est une petite commune et qu'on n'intéresse pas les autres, les plus grands, etc. Et je trouve que toi, Thomas, tu fais la démarche de nous accompagner et je trouve ça très bien. Donc, c'est un grand merci à toi et puis à toute ton équipe hein, parce qu'ils m'ont bien aidé. Bon, merci. Voilà. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tous ceux qui sont connectés en ligne. Bonne soirée, Jean-Paul. Et puis les autres, je ne vais pas prendre les noms parce que c'est pas grave. Allez, bonne soirée à tous.